Trace de break vous est présenté par les stations Arnois. Faites le plein d'aventure et de Ocase, premier sur les opportunités. Hey, tout le long du thème. Au début, là, Pat, t'as pas bougé la tête pendant le thème. Moi, j'étais là, tout. Carl bougeait la tête à un moment donné, puis Manon, t'as eu, là, à peu près. Après 10-15 secondes, là, tu t'es mis t'es allé dedans, là. C'est parce que je redoutais que l'écran ouvre, puis là, que tout le monde me voit arrête de jammer. On dirait une musique de road trip qu'on a envie d'écouter pour ça rendre à Miami, tu sais, là. Ben, tu sais que c'était une commande que j'ai faite à mon chum John Anthony Gagnon Robinette, dit Jagger. Je voulais avoir du New Country parce que toi, t'aimes ça. Puis moi, j'aime ça. Carl, moi, je voulais avoir des crissements de pneus. Fait que je suis heureux, moi aussi. Tout le monde est heureux. J'ai une théorie là-dessus, tu sais. Sur quoi? Tu mets du New Country en char pour te promener quelque part. Ouais. Puis ce son-là fait en sorte que peu importe l'humeur que tu avais avant, ça vient neutraliser tout. On dirait que tu retombes de bonne humeur, tu retombes en terrain neutre. Tu sais. Moi, je pense, là, si tu chicanes avec ta femme, Ouais. tu mets du New Country, ça répare tout. Ah ouais? Ah, je suis pas mal sûr. Ouais. OK. Ouais. Moi, c'est rouler de travers sur une piste qui fait ça. C'est comme ça. Musique ou pas. Oui. C'est ça, peu importe la musique qu'il y a là, c'est comme... Es-tu comme le Stig, t'écoutes de la musique quand tu driftais? Non, moi, c'est tu donne-moi un do, puis j'arrive en drift, je fais... Oui, ça fit. Ah, tu fais le parfait. son, OK, Ah le oui, son avec c'est tes important. pneus. Ah OK. oui. Mais c'est vrai que tu m'as déjà dit dans une autre émission qu'on avait faite ensemble, je pense que c'était Équipé pour rouler, que tu n'es jamais aussi calme que quand tu es au volant d'un char à haute vitesse. Absolument. On Plus dirait qu'à basse vitesse? Oui, on dirait que le temps ralentit, ton focus est loin, tu regardes loin devant toi, toutes les images t'arrivent au ralenti dans le cerveau, t'es comme dans une espèce de zone zen, t'es en paix. Il n'y a rien de plus merveilleux que de faire ça. C'est ce qui fait qu'en course, tu peux analyser 4 coups en avance, puis tu analyses ce que les autres font autour de toi. C'est merveilleux là, comme sensation. Puis si vous voulez savoir si vous êtes relax ou pas au volant, vous avez juste regarder vos mains sur le volant. Carl, lui, conduit comme ça. Puis, moi, j'en ai vu là, d'un pire chauffeur québécois qui était comme ça. Là. Tu voyais les veines sortir des avant-bras puis du cou. Là. Mais le pire, c'est comme ça. Oui, ça, c'est la balance. On joue le char va comme ça. Ou la main dans le volant, comme ça. Ah ouais, ça, c'était fort, hein? Liberté de on est déjà au 3e épisode. On a eu comme invité Babu dans le 2e épisode, puis Bertrand Godin dans le premier. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Allez d'ailleurs, si vous voulez, liker nos différents sites. Martin Saint-Arnaud qui nous a écrit « Bertrand Godin, ça commence fort, j'en aurais pris 4 heures. » Et voilà. C'est quasiment aussi long que le 24 heures Le Mans. Éric Vachon-Couture, il dit « J'ai adoré Bertrand Godin puis Babu. J'attends Ben Gagnon, José Godet, Richard Spenard. » Ben là, Ben Gagnon s'en vient dans le prochain épisode, puis José Godet dans l'autre. Fait que t'es comme un visionnaire. Et Richard Spenard, ben, s'en vient dans quelques secondes. Fait que bougez pas, on va l'avoir comme invité. Puis on a eu une question de José, mon épouse. Oh! D'ailleurs, je vous dis ça comme ça. Elle avait fait sa liste à l'époque, il y a très longtemps, avant de me rencontrer, de ce qu'elle voulait d'un gars. Et on était, écoute, ça fait 30 ans, là. Pas sûr que ça s'en va. Non, mais tu vas voir. Puis en tout cas, elle a fait sa liste, puis dans ce qu'elle avait dit, c'est ça qu'il y a un char. Tu sais, on était jeunes, là, ça fait 30 ans. Et moi, quand je l'ai connu, j'avais pas de char, parce que je venais d'en scraper un, je pense. Regarde, c'est pas important, là, je n'en avais pas. J'étais en vélo. Ça a été très sporadique. Mais je me suis repris depuis. Quand même. Je me suis dit, je dois être l'homme de sa vie parce que j'ai jamais eu autant de chars que vous autres, les gars, mais pour un amateur, là, je me suis débrouillé pas pire. Fait qu'elle dit, tu t'es repris de ce Moi, t'en côté-là. raconté une bonne, moi. Quoi? Quand j'ai rencontré ma blonde, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ouais. Puis c'est une fille de char pas mal. Puis moi, OK. c'était important, une fille qui me relance ses chars. Elle avait un Acura RSX T-Spec dans le temps. C'est quand même nice Ouais, pour ouais. vraiment, surtout oui. une fille manuelle. C'était vraiment... Moi, dans ce temps-là, j'étais fauché raide. J'avais une Nissan Altima beige, intérieur beige. Oh! Automatique. OK. Avec des mags aftermarket chaussés genre sur le 30. Là. C'était
On dirait que ça va pas ensemble. Quand on s'est dété la première fois, elle dit on prend ton char ou le mien. Je dis écoute, moi, ça me fait vraiment rien de prendre le tien. Aïe, Écoute, aïe, aïe. Je prends ce que tu as mis sur la table, puis je te relance. Je rencontre ma blonde, et graphiste dans le magazine de tuning pour laquelle je viens d'être engagé comme rédacteur en chef. Elle entend parler de la réputation du gars de char. J'ai 3 véhicules à ce moment-là qui font tous du bruit et qui vont vite. Et à la première date, j'arrive chez eux pour aller la chercher avec une voiture de presse que j'avais en essai pour la semaine, un Honda Accord automatique. Oh, Alors, elle sort dehors, elle voit le Accord, elle fait « Hi, OK, ça va mal à la shop. » Elle s'assoit dans l'auto, elle voit que c'est automatique. Elle fait « Non, non. » Là, ça n'a aucun bon sens, là. Wow. Quand tu as su après que c'était un press car, ça fout la pression a baissé. Un press car, oui. Donc, Ouais, ça t'était donc, prêté pour la semaine. Ben, c'est genre, ça, comme pour essayer. journaliste auto, à ce moment-là, tu changes d'auto à tous les lundis. Moi, il fallait que je Toi, laissais t'avais hâte pour de changer d'auto. l'évaluer, là. Ben, moi, j'avais mes bagnoles chez nous qui étaient le fun à conduire, mais j'ai une job à faire. T'avais hâte que la semaine passe. Je ne l'ai pas impressionné avec ça. OK. Là. Une chance que le souper était bon. Là. OK. À chaque fois que le monde me demande ce que je fais en minivan, là, c'est ça que j'aimerais dire que c'est un press car. Mais donc, la question de ma blonde, pour le segment achat, vente et délire, que tu pourrais y passer. Ouais, OK. Mais dans toutes tes transactions que tu as faites d'auto, parce que Pat achète et vend des autos, c'est à lui le concessionnaire Ocase, t'as-tu déjà trouvé quelque chose dans une des voitures que tu as achetées de bizarre? Tu sais, parce que tu oublies souvent du stock dans un char que tu vends. Hein? T'as le temps de passer? OK, je vais y penser si tu veux. Parfait, OK, je te reviens tu tantôt, réponds. mais je pense que j'ai déjà l'idée, Richard. Parce que là, on a déjà notre invité qui est en place et une sommité dans le Tout un domaine de la invité. course automobile au Canada et dans le monde. Richard Spénard qui est avec nous autres. Salut! Bonjour, Richard. Hey, bonjour les gars. Allô? Richard Ça va qui... bien? Mais ça va bien. J'aimerais te dire que tu es vraiment plus bronzé que nous autres présentement. Là, j'espère que la connexion va être bonne parce que je suis au Mexique, au Baja. Fait que la technologie n'est pas si avancée que ça ici. On est quand même loin du continent aussi. Alors, on va souhaiter une bonne connexion. On va se croiser les doigts, Richard. C'est un plaisir et un honneur de t'avoir avec nous autres pour l'entrevue. Et c'est très drôle parce que le Mexique, la première idée des gens, c'est Richard Spénard s'est reconverti au sport automobile dans le désert. Il doit être là pour le Baja 1000 ou faire une quelconque compétition. Explique-nous ce que tu fais au Mexique, Richard. Là, je dois t'avouer que des fois, je me demande si peut-être j'avais le mauvais numéro de téléphone. Là, parce que je suis vraiment pas un gars char. Je suis au Mexique parce que j'évite l'hiver, mais surtout parce que je m'en donne beaucoup au sport du kitesurfing et du vélo de montagne. Puis ici où on est, sur la base Californie, qui est le Baja de la base Californie, qui est au Mexique, je peux faire les deux sans prendre de voiture. Puis moi, sans prendre de voiture, ça fait bien mon affaire. Oui, c'est ça, là. Ça a l'air que toi, tu ne tripes pas tant voiture que ça. Tu n'aimes pas tant les voitures. Comment ça? Non, pas, en fait, pas du tout, parce que les gens associent la compétition, la course automobile à un gars de char. Moi, j'étais un gars de compétition. Alors, pour moi, idéalement, c'est d'avoir une course avec des voitures identiques pour mesurer les talents. Alors, j'ai jamais été un fervent de voitures mélangées puis des costumes, ces affaires-là, pour aller sur une piste de course. Moi, c'était la compétition pure et simple. Puis, j'ai jamais été... Écoute, j'ai eu mon passé d'adolescent où j'ai eu un MGB, les voitures anglaises, tout ça. Mais j'ai jamais mis de l'argent, modifié mon auto, quoi que ce soit. Puis, la voiture la plus exotique que j'ai eue, c'est une 911 que j'ai achetée en 82, neuve. J'avais rien. J'avais même pas je pense que je restais couché dedans. Là. J'avais rien. J'avais juste une 911. Mais c'était surtout parce que c'était l'air du temps. Là. J'avais 28 ans. Je travaillais en Californie. Fait que j'ai subi un peu, là, tu sais, dis-moi ce que tu conduis, puis je vais dire ce que tu es, là, tu sais. Mais ça s'est estompé assez rapidement. Entretenir une voiture, les dépenses de faire là, ça a toujours été... non, c'était pas une priorité pour moi. Là. D'ailleurs, depuis ma 911, j'ai conduit des voitures commanditées. Ça, c'est les meilleures voitures au monde. J'étais chanceux, j'avais des commandites de BMW, de Audi chez Nickel, d'Audi. Alors, tu sais, j'ai eu des belles voitures, mais
à un moment donné, j'ai réalisé comment ça coûtait entretenir des belles voitures. Bon, j'ai eu un Mercedes 4, je ne sais pas, un ML 350, tu vois, je ne me souviens même pas des noms. Oh là. Mais il disait, faire un changement d'huile à 600$, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, ça fait des années là, que je ne vais pas vous déplaire, là, mais tu sais, je conduis soit un station wagon ou un petit pick-up Honda, puis je suis bien heureux avec ça. Ben du vélo aussi, hein? Je fais beaucoup de vélo de montagne. Le vélo de montagne, puis d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de quelque chose d'utile où je peux mettre mes bébelles dedans, dont un pick-up, un petit pick-up. Parle-moi pas d'un pick-up avec un straight axle à la Ford. Là. Moi, la technologie est quand même assez importante. Alors, jamais Richard Spenard va acheter un Ford ou un Dodge ou avec un straight axle. Moi, c'est contre mes principes. Je veux quelque chose où la technologie est un peu plus avancée. Alors, le Honda, pour moi, c'est une petite camionnette qui est bien conçue, suspension indépendante, monocoque. Et puis ça va chercher mon petit côté technique que j'aime, mais aussi l'utilité et le confort. Alors, tu sais, j'ai quand même des priorités, mais ça se limite à peu près à ça. Donne-moi quelque chose qui est utile, confortable, silencieux. Ben, OK, on peut faire l'entrevue lorsque j'avais 30 ans ou lorsque aujourd'hui j'ai loin 60. les choses changent aussi, tu sais. C'est sûr. Mais en principe, je ne suis pas très gars de char. OK, mais là, attends, moi, Richard, je ne suis pas un spécialiste automobile, surtout pas mécanique. Fait que je suis toujours le gars qui pose la question à mes deux partenaires souvent. Straight axle, un pick-up straight axle, c'est un essieu rigide en arrière. C'est la plus simple, la plus efficace et la plus vieille technologie. Un bon vieux châssis à échelle avec un essieu rigide qui est maintenu en place sur le body avec des lames. Puis ça fait quoi, ça? Pourquoi on en voudrait ou on n'en voudrait pas? Bien, probablement. Puis là, je parle pour Richard, bon, mais on va voir si on confirme. C'est que, par exemple, si jamais tu avais une manœuvre plus serrée à faire, ben, le straight axle, si tu le forces un peu, ben, la roue l'autre bord va lever. C'est comme si le derrière, il cherche... Puis tu n'as pas de confort. Évidemment, c'est très, très, très raide. Là, c'est plus sautilleux c'est aussi plus de l'arrière. C'est ça la bonne réponse, Richard, pour toi aussi? Oui, c'est pas mal ça. C'est pas confortable. C'est archaïque. Ça date des années 40. J'aime bien avoir des voitures que la technologie est un peu plus avancée que 1940. Okay. Alors, suspension indépendante, monocoque, ça l'amène un confort de voiture et non pas un confort de pick-up. Okay. Ce qui est malheureux là-dedans, parce que, en fait, la plupart des gens achètent ça et ils ne connaissent pas la différence. Oui, et pourtant, ça en fait une bonne quand tu es sur la route. Ben, la Ford 150, on s'entend que c'est la voiture ou le véhicule le plus vendu en Amérique. En tout cas, au Canada, je pense. Moi, j'ai tort, là. Mais c'est un peu surprenant, là, surtout qu'au prix que c'est rendu aujourd'hui, là, on s'entend-tu qu'un pick-up, ça peut tourner autour de 120 000, 115 000. Tu peux avoir un Audi Q7 pour à peu près le même prix, il est moins cher. Excusez-moi, là, il y a un problème. Es-tu d'accord avec ça, Pat, toi qui vend des chars? Ben, en fait, c'est que, tu sais, il y a plein d'affaires qui contribuent au fait que c'est populaire autant que ça. D'abord, c'est que la cabine intérieure est tellement spacieuse. À cette heure, avec les Super Crew, tu es capable d'avoir une famille de 5 enfants presque puis d'avoir de la place pour tout le monde là-dedans. La consommation d'essence a diminué considérablement depuis le temps des pick-up. Avec soit la cylindrée variable, soit les plus petits, les 6 cylindres, soit les turbos, peu importe, soit les diesels. Mais tu as aussi le fait que ça s'adresse, si tu fais des rénaux à maison, mais surtout aussi si tu tripes effectivement sur soit les sports, motorisés ou pas, ben, tu as une capacité de chargement. Ouais. Puis il y a beaucoup de Canadiens, en tout cas, il y en a 30% de nouveaux campeurs depuis la COVID, la pandémie. Ouais. Fait que pour avoir, c'est tout dépendant de l'équipement que tu as, si tu veux faire du camping, si tu veux, ben, ça te prend quelque chose pour le tirer. Ouais. Fait que c'est un peu la raison pour laquelle, année après année, ces véhicules-là demeurent au sommet du palmarès. Puis mon critère à moi, c'est la valeur de revente. Ouais. Avant que les prix montent en flèche, tu as acheté un Ford F-150 XLT Sport, mettons. Tu gardais ça pendant 4-5 ans, puis ça avait déprécié d'à peu près 5, 6, 7 000, gros max. Okay. Contrairement à, avec les prix de fou qui sont là, on parle d'une dépréciation plus autour de 7, 8, 10 maintenant, mettons.
Fait que c'est comme si ça te coûtait entre 1000 et 2000 pièces par année pour rouler ce genre de véhicule-là. C'est intéressant quand même. Surtout si tu le prenais usagé ou démonstrateur, ben là, tu arrives que tu prends le prix d'achat versus le prix de vente, tu divises par le nombre de mois que tu l'as eu, puis c'est ça ton coût de revient. C'est pas comment tu payes par mois. Là. Richard, toi, est-ce que tu étais, on va parler de course dans les prochaines secondes, là, mais est-ce que tu étais très impliqué au niveau mécanique quand tu faisais de la course avec tes mécaniciens? Non, pas vraiment. Disons que j'avais une bonne analyse. Je pouvais leur démontrer un peu dans quelle direction s'aligner au niveau des ajustements. Tu sais, ça, j'avais un bon feeling. Mais toucher les outils de faire là, c'était pas pour moi. J'avais pas besoin de le faire non plus. Je me débrouille quand même assez bien. Tu sais, à un moment donné, j'avais acheté une vieille bagnole, puis j'ai refait le moteur moi-même. Tu sais, je me débrouille. Mais c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, là, me cogner les jointures sur les boulons puis avoir les mains pleines de graisse. De toute façon, tu avais tellement de fans qui t'entouraient et d'admiratrices que tu n'avais pas le temps de t'occuper de la mécanique non plus. Là. Yeah, right. Non, écoute, c'est exactement pas, là. Mais non, c'était secondaire pour moi, la mécanique. Moi, c'était le pilotage, la compétition, puis c'était ça ma vie. Là, bon, ben, on va y aller, là. On va parler de course. C'est le segment course. Ben, tout d'abord, Richard, segment course, là, c'est sûr que le sang va me battre un peu parce que j'ai beaucoup admiré et suivi ta carrière. Puis après ça, on a eu la chance de travailler j'ai eu la chance de travailler avec toi. Donc, c'était littéralement un honneur. Mais comment un gars comme toi, qui est un grand sportif dans tout ce que tu touches, a pu se diriger vers le sport automobile? Parce qu'on s'entend que tu aurais pu compétitionner en vélo, en ski, en peu importe. Tu as des aptitudes sportives assez extraordinaires et tu t'es en allé dans le sport auto. Encore une fois, on retourne à l'âge de 16-17 ans. C'est quand même différent la vie à ce moment-là. Puis mon père m'a gâté pas mal. Il m'a acheté un MGB 9 chez Quatuor Auto dans le temps. Parce que je voulais une moto et puis il ne voulait pas que j'aie une moto. Fait qu'il m'a acheté l'autodrive du temps, qui était un MGB. Alors, il y avait une promotion avec le concessionnaire Quatuor qui m'amenait à faire une journée à l'école Jim Russell à Mont-Tremblant. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, c'est la MGB qui m'a amené à Jim Russell, le Jim Russell qui m'a amené à faire le championnat. Ça s'est avéré que j'avais un talent naturel et puis j'ai gagné le championnat. Fait que là, tu sais, j'ai monté l'échelle assez facilement comme ça. Mais je peux dire que c'est à cause de l'achat du MGB. Et est-ce que tu devais faire beaucoup de travail, d'analyse? Est-ce que ta progression qui fait que tu as commencé en championnat et tu as gagné le premier, est-ce que tu as mis 100% de ton focus là-dessus comme si c'était la chose avec la plus grande importance pour toi, ou tu as juste fait le championnat un peu par plaisir puis ça s'est avéré que tu as gagné? Oui, c'est par plaisir. Tu sais, je n'étais pas au courant de mon talent jusqu'à temps qu'on se mesure. Puis même, je l'ai réalisé peut-être trop tard, j'étais si talentueux que ça. Ça m'a peut-être nuit dans ma carrière, mais non, j'allais pour le plaisir, j'allais pour la compétition. Puis, vu que j'ai gagné, c'était naturel de rester dans la course automobile. J'ai eu l'opportunité d'être coéquipier avec Gilles Villeneuve. Ça m'a donné un bon nom à ce moment-là, mais ça m'a aussi mis des bâtons dans les roues aussi parce que le timing n'était pas excellent. Mais tout ça pour dire que j'ai eu une belle carrière, mais ça n'a jamais été si facile que ça. C'était quoi, c'était quoi ta relation avec Gilles Villeneuve? Autre coéquipier? Gilles, écoute, c'était bien, mais c'était froid un peu parce que Gilles était hyper occupé à ce moment-là. Gilles était la dernière année en Formule Atlantique. Alors, avec lui, il s'en allait en Formule 1 l'année d'après. Puis, pendant cette année-là, il faisait déjà des essais avec différentes équipes, tout ça. Fait qu'on ne se voyait pas si souvent que ça, sauf la fin de semaine de course. Et il y avait sa famille et tout ça, tu sais. Alors, j'ai connu la famille très jeune, dont Jaco et puis Mélanie. Mais je ne peux pas dire que j'avais une relation super intime avec Gilles parce qu'il était trop occupé, trop focusé. Puis, c'était pas le gaga à Gilles de donner des tips à son coéquipier non plus. Là. Puis, c'était comment tu voyais ça? Parce qu'on s'entend que tout le monde savait que Gilles s'en allait en F1.
Toi, tu es en pleine ascension de carrière, tu as dominé plusieurs séries aussi, et là, tu te retrouves coéquipier avec lui. Est-ce que tu avais la pression de dire il faut absolument que je le batte pour faire ma marque, ou est-ce que tu avais au contraire un respect de dire ben c'est Gilles, je vais faire mon possible? Tu voyais ça comment, cette relation-là? C'est une bonne question, Carl. J'étais un peu innocent, moi, plus jeune. J'aurais aimé ça connaître, savoir ce que je sais aujourd'hui dans le passé. Là, mais j'étais un peu timide. Moi, je faisais ma place, je me disais, j'ai pas beaucoup d'expérience. Gilles et les autres, 3-4 en avant, sont meilleurs que moi parce qu'ils ont plus d'expérience. Moi, je débute. Fait que, j'avais un talent naturel que je n'exploitais pas tout à fait assez, probablement. Fait que c'est par après que tu as pris conscience, ou est-ce que c'est toi, à un moment donné, qui s'est retrouvé à piloter l'auto, puis ta confiance a monté en disant « je suis capable de tout faire ça », ou est-ce que c'est les autres, au contraire, qu'à un moment donné, tu t'es fait taper sur l'épaule, tu t'es fait dire « Richard, là, il se passe quelque chose, là, on est en train de découvrir un joyau extraordinaire ». Est-ce que tu t'en es rendu compte avant les autres? Bien, je t'avoue, ce qui a changé un peu ma façon de piloter, être plus technique et plus observateur, c'était lorsque j'ai commencé à travailler comme enseignant. Lorsque j'ai travaillé pour Jacques Couture en Californie, à force de répéter les mêmes choses, à force d'enseigner les gens, tu réalises un peu plus que ça pour aller encore plus vite, puis tout ça. Alors, je pense qu'en étant instructeur, m'a amélioré beaucoup. Puis malheureusement, ça a été après la Formule Atlantique. En Formule Atlantique, j'étais là en 77. J'ai commencé à enseigner en 78. Puis ça a développé mon talent aussi. Ensuite, ce qui m'a aidé, c'est en étant là-bas en Californie, j'ai développé des gros contacts californiens avec des mécènes, des gens qui avaient déjà des équipes de course alors qu'ils n'avaient pas au Québec, comme il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui non plus. Puis j'ai été capable de me remettre dans la course automobile parce que c'était une période difficile. Là. Lorsque j'ai les parties, puis je retombais à 78, et la Formule Atlantique était presque disparue au Québec, au Canada. Alors, c'était une période difficile pour moi. Puis, mais en rencontrant ces mécènes-là, puis les équipes américaines, je me suis retrouvé à conduire dans les séries américaines. Puis là, ça m'a amené à aller à Trois-Rivières, ça m'a amené à faire de la Trans-Am. Ça m'a ouvert comme une deuxième carrière qui s'est estompée assez rapidement, mettons, en 84, que j'ai réalisé que je ne pouvais pas gagner ma vie en course automobile. Je ne pouvais pas gagner un salaire, même si je gagnais des courses que j'étais en Californie ou pas. Et puis, c'est là que j'ai décidé de partir mon école. Et puis, l'école, c'est un succès, mais ce qui est arrivé aussi en même temps, c'est les cigarettiers qui se sont impliqués. Alors, on a eu les séries Players, les séries Rockman, séries Canadian Tire en même temps. Et puis là, en 86, je faisais les 3 séries, une après l'autre. Dans la même fin de semaine, je faisais 3 voitures, 3 qualifs, 3 pratiques, 3 courses, 3 voitures différentes. Et puis ça me... Pour les néophytes, Richard, on parle du Rothmans Porsche, on avait le GM Players, puis on avait le Canadian Tire avec la Formule. On s'entend que ces 3 véhicules qui n'ont absolument rien en commun à part d'avoir 4 roues et un volant. Comment tu fais pour t'adapter à 3 pilotages complètement différents dans le même week-end en virant en avant? Ça fait juste pas de sens en théorie. J'avoue que ça a été très flatteur pour mon ego de pouvoir dominer ces 3 séries-là. Pourquoi? Parce que je pense que c'est là que le talent naturel vient en ligne de compte. T'sais? J'avais assez d'expérience que j'avais acquis un peu partout jusqu'à 86 qui a fait en sorte que j'étais capable d'appliquer cette expérience-là. Puis avec mon talent de perfectionniste que j'avais développé avec l'instruction que je faisais, j'étais plus précis, je faisais moins d'erreurs, j'avais un bon feeling, un bon seat of the pants, qu'on appelle en anglais. Et puis, ce qui m'a amené à dominer les trois séries. J'ai gagné 2 championnats. En Camaro, je l'ai gagné. En Porsche, je l'ai gagné. J'ai fini en Formule 2000, 3 pieds derrière le championnat. On s'est accroché, moi et Claude Bourbonnet, notre chum, qui me fait perdre le championnat par 3 pieds. Claude, que tu as coaché par la suite. Ah oui, ça fut une belle époque.
Puis pour plusieurs, pour Ron Fellows aussi, pour David Pringham, on a eu beaucoup de succès avec ces séries-là. On va montrer les images, Simon, si tu peux, à l'écran de quelques-uns des bolides que tu as pilotés, Richard, parce que c'est toujours bien le fun de voir. Quand on parle de véhicules différents, là, de différents championnats, effectivement, hein, tu t'ajustes d'un véhicule à l'autre. C'est le jour et la nuit entre chacun de ceux-là. Carl, tu peux confirmer, j'imagine? Bien, en effet, dans les dernières années, Richard a fait un retour justement dans la série Nissan. Puis c'était très drôle de voir un pilote qui a fait les beaux jours du sport automobile au Canada, mais qui a roulé aux 24 heures du Mans, qui a roulé ailleurs, venir s'asseoir dans une Micra, on va se le dire, dans soixantaine. Puis tu as quand même donné l'heure aux jeunes qui roulent dans la série depuis des années. Moi, ça m'a impressionné qu'après une longue inactivité, tu reviennes puis ça soit encore, en tout cas en apparence spectateur, ça semble facile. Ouais, merci. Je dois avouer, avant d'aller plus loin, que dans les 3 ou 4 voitures qu'on a vues là, la formule la plus fun, où j'ai un plus grand sourire, là, c'est la Nissan Micra. Ah ça, ouais? c'est le genre de course que j'aime parce que les voitures sont à peu près 98% identiques. C'est vraiment ton talent, puis ton habileté, puis ta stratégie qui va faire en sorte que tu vas gagner ou tu vas perdre. Alors que les autres, tu as toujours des excuses de performance. On n'a pas la bonne voiture, on n'a pas les bons ajustements, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Alors, le plaisir de la Nissan Micra, c'était fou comme j'ai aimé ça. Effectivement, c'était un retour parce que je voulais me mesurer à l'âge de 61 ans contre les jeunes de 35, 40 et 22, 23. Comment j'étais par rapport à eux autres aujourd'hui? Et puis, je t'avoue que c'était super le fun parce que je roulais en avant. J'ai fini sur le podium à Tremblant. Je roulais en avant à Montréal. J'aurais pu gagner certaines de ces courses-là, mais fait que ça a été super le fun. Alors, je retournerai, je vais avoir 70 là, dans une semaine là, quand même. J'y retournerai, mais je vais vous avouer que ce qui me retient, c'est pas l'habileté derrière le volant qui manque ou qui s'éteint avec les jours ou avec les années. J'ai vécu ces fins de semaine-là avec la Nissan Micra et puis ça m'amenait à réfléchir à la pression que je subissais pendant la fin de semaine pour penser, OK, qu'est-ce que je fais comme ajustement? Quelle pression des pneus que je fais? Écoute, parce que je veux gagner encore. Alors, tu as toute la pression mécanique que tu dois réfléchir. C'est pas juste t'en vas dans l'auto que tu conduis. C'était ça, là, je retournerais cette année. Mais la pression de la fin de semaine là, pour performer et pour gagner, là, je disais, j'ai vraiment besoin de ça, moi, là. Fait que j'ai eu bien du plaisir. Pas sûr si je vais le répéter, mais je le répète pas parce que c'est pas à cause de l'habileté que j'avais perdu, c'est surtout à cause de la pression que ça me tente pas vraiment de subir aujourd'hui. Puis pourquoi j'ai été capable de performer à l'âge de 61, alors que j'en faisais pas depuis 15 ans? Je suis convaincu que c'est à cause du vélo de montagne. C'est un peu nono à dire, là. Mais le vélo de montagne, ça garde tes réflexes, tes habiletés, tu vas chercher la traction, tu te fais brasser en élastique. Parce que tu te fais brasser dans une voiture là, quand tu pousses à la limite, comme tu sais, là, les courbes, les bumps, les speed bumps, tu roules sur 2 roues, tu reviens sur 4 roues, tu sais. Alors, tu te fais brasser, puis si tu fais pas grand-chose de sportif pendant 15 ans, tu es assis dans le salon, tu regardes les courses à la télévision, là, je suis pas sûr que j'aurais été capable de performer au niveau que j'ai performé lorsque j'avais 61. Tu sais. Alors, je suis convaincu que le vélo de montagne m'a gardé aiguisé. C'est drôle parce que des gens vont écouter, ils vont dire « OK, Richard, il se balade dans un petit chemin à vélo de montagne ». J'ai regardé des vidéos de toi dans le coin de Sainte-Adèle où est-ce que tu faisais tes descentes et j'aimerais ça, si tu pouvais nous en envoyer dans l'intro du show de la semaine prochaine, on pourrait mettre l'extrait. J'écoutais le vidéo, j'avais de la misère à respirer. Ça n'a aucun sens à quelle vitesse tu descendais, la proximité avec les arbres, puis les trajectoires, en effet, c'est des trajectoires de voiture de course, parce que si tu te trompes de ta trajectoire, t'es faite. Si tu ne vas pas chercher la traction au bon endroit, puis tu sors large, t'es dans le trouble. Mais j'écoutais ça, puis je me disais à quel point Richard, pour se dépasser, continue de se mettre physiquement en danger
pour aller aussi vite en descente, j'étais scié en deux? Tu sais comme moi que lorsqu'on pilote une voiture de course, on ne se sent pas en danger. C'est vrai. Quand je fais du vélo de montagne, à mes limites, je me sens pas en danger parce que je contrôle. Puis d'ailleurs, de ce temps-ci, comme ce matin, je suis allé faire, si c'est merveilleux, je suis allé faire du vélo de montagne à Melvent. Puis quand j'arrive au bout de la montée, qui me prend à peu près 1 heure de monter, là, je descends, mais je descends avec mon chien dans mon sac. J'ai un petit chien qui pèse 8-9 kilos. Et puis, je le mets dans un sac dans mon dos. Fait qu'il faut quand même que je garde une marge de sécurité pour pas qu'on se blesse. Puis ici, si tu tombes dans un cactus. Alors, il n'est pas question. Ben, tu sais, c'est toujours la même chose. On se garde une certaine limite, safety margin, ce qu'on appelle aussi en anglais, en course automobile, une marge de sécurité pour justement pas te planter. Tu sais, j'ai gagné les championnats, c'est pas parce que je me plantais souvent, c'est parce que j'avais pas beaucoup d'accidents. Alors, il y a toujours une façon de performer et puis t'assurer que tu finisses ton épreuve. Sinon, tu ne gagneras jamais. Il faut que tu finisses first avant de gagner. Tu sais. D'ailleurs, ton petit côté un peu... t'aimes ça te comparer, t'aimes ça performer. Tu nous avais raconté une anecdote quand on coachait ensemble il y a quelques années où est-ce que tu t'es inscrit pour le plaisir à une compétition de vélo de montagne et tu avais trouvé chaussures à ton pied. Si tu veux raconter ça, tu avais un adversaire de taille qui était avec toi là, dans cette compétition-là. Ah oui, ici aussi au Mexique, je pense. Hein? Oui. Oui. Écoute, ça m'amuse des fois de m'inscrire dans des compétitions. Et puis, j'ai fini sur le podium. Alors, j'ai des amis qui se retrouvent derrière moi, puis ils me félicitent. Puis, je passe une photo du podium avec les amis sur le côté. Puis, un de mes amis qui suit beaucoup la compétition de vélo de montagne, il dit: as-tu donné des conseils à Juan? C'est qui ça, Juan? Il dit: le gars à côté de toi, c'est un champion du monde. Il avait gagné, évidemment. Alors, on n'était pas de classe, mais pas du tout. Puis là, c'est là que tu réalises que dans chacun des sports, les élites sont dans une autre gamme. Tu sais, c'est des gens qui sont hyper talentueux, comme probablement on peut se comparer à ces élites-là en course automobile, puis eux autres sont en vélo de montagne. Puis moi, en vélo de montagne, j'ai fini sur le podium, mais j'étais loin derrière. On s'entend, on est au Mexique, là. C'était plutôt amateur comme compétition, puis lui, ça donnait qu'il était ici. Mais c'était assez comique de voir cette personne-là dans mon entourage. Est-ce que tu étais conscient? Est-ce que tu as essayé de le rattraper pendant une période? Est-ce que tu le voyais ou tu as juste dit, mais là, ça n'a pas de bon sens, il est en vélo électrique, lui? Non, en fait, je ne l'ai jamais vu. Mais par contre, Julie, ma conjointe, elle prenait des vidéos, puis elle m'a expliqué à un moment donné, à la fin, elle a dit: tu courais même pas la vitesse qui a passé là comparé à tout le reste de la gang, là, ça n'a aucun sens. Tu sais? Puis, en tout cas, c'est le fun de pouvoir participer et avoir du plaisir comme ça. Mais on n'est pas dans le même game. Juste avant de parler de vélo, vous avez parlé du fait que tu n'étais pas quelqu'un qui avait des accidents souvent sur le circuit. Ça t'es-tu arrivé d'avoir des accidents ou t'as eu peur un peu ou beaucoup? Oui, j'ai eu quand même 3 gros accidents, là. Mais les 3, j'ai jamais eu besoin d'aller à l'hôpital. J'ai pas eu besoin d'aller plus qu'aller voir l'ambulancier, c'est tout. Mais tu regardes en arrière, j'étais bien chanceux pour me casser le cou, pour me casser la colonne. Tu sais, mais c'est 3 fois dans ma carrière. C'est quand même pas trop pire. Là. Sur combien de temps j'ai eu la chance. Moi, j'ai fait à peu près 25 ans de course automobile. Alors, mettons, une douzaine de courses par année. Là, on se retrouve facilement 300 courses, facile. Wow. Plus les qualifs, plus les... Ouais. Alors, j'ai eu une certaine... Ouais, tes accidents, explique-nous un peu comment c'est arrivé, dans quelle série, c'est quoi les circonstances, est-ce que tu aurais pu le prévenir en rétrospective? Oui, une grosse accident, ça avait été à Westwood à Vancouver, là, au BC, en Formule Atlantique, justement. Et puis, je me suis accroché avec un autre. Lui, il ne m'avait pas vu. J'étais en train de le dépasser. Il a fermé la porte. Les roues se sont touchées. Puis là, je suis parti comme un boulet, là, des tonneaux dans les airs. Puis je me suis retrouvé dans les arbustes, dans le champ, puis complètement à l'envers. Tu sais, j'aurais pu me faire mal. J'aurais pu frapper quelque chose. J'avais absolument rien.
À Mosport, j'avais sorti en Formule Atlantique encore, au bout de la ligne droite, dans le virage numéro 8. Oh. Et complètement, je suis arrivé là, c'était comme de l'huile, je suis sorti, là, j'ai frappé, j'ai passé en dessous des clôtures, passé en dessous des pas les barbelés, mais des clôtures comme les joints de clôture en broche, là. Et puis, encore une fois, rien. J'aurais pu l'éviter, je suis pas sûr, là. Je suis arrivé là, c'était beaucoup plus glissant qu'on s'attendait. J'étais sur un sprint, je finissais la course. Et puis l'autre qui était, je pense, la pire que j'aurais pu me blesser énormément, c'était en Can-Am, alors que je roulais avec Jacques Villeneuve, mon oncle. Puis on roulait, ça peut donner une idée, là, à Mosport, on roulait dans une 9, une 10. Alors c'était vite en tabarouette. Et puis je me suis retrouvé un peu sous l'influence de Jacques, j'y avais parlé auparavant, puis il me disait comment est-ce qu'il se sentait dans le virage 3. Puis je suis arrivé là, j'avais un peu la même sensation, mais finalement, j'avais beaucoup, beaucoup trop de survirage. Là, je l'ai échappé. Je l'ai échappé, j'ai reculé à la sortie du toit. Chanceux, l'auto s'est soulevée dans la terre, puis j'ai frappé le top du mur à la place de frapper le bas du mur. J'ai cassé le mur en reculant. Mais j'ai frappé le mur juste en haut, fait qu'il était capable de casser. Et si j'avais frappé en bas du mur, pas sûr que je serais ici à vous parler aujourd'hui. Quand même, Oui. quand même. On parle de quoi Ouais. comme vitesse, par exemple, sur une piste extrêmement rapide comme Mosport qui est en Ontario, avec un véhicule Can-Am qui était surpuissant dans ces années-là? T'arrives à quelle vitesse sur le circuit? Ce virage 3-là, c'est un virage à vitesse moyenne, tu vas me dire, à mon sport. Mais certainement, quand j'ai pris le clos, là, comme on appelle, là, je vais rouler au-dessus. C'est à peu près 100 000 à l'heure. Sur, 100 000 à l'heure, tu ralentis pas beaucoup. Hein? De reculons, tu ralentis pas beaucoup. sur la deuxième slide, on a peut-être ces véhicules-là. Oh, oui. Simon, si tu veux mettre Oui, les autres t'as raison. véhicules. Ça fait le 45, là, exactement. Oh, Fait que ça a été une grosse déception de ma carrière. ça n'a pas été extraordinaire comme véhicule. C'est lequel, Ça là? a Excuse-moi. été, En haut à droite, là, ça l'a brisé une année que j'aurais pu continuer en Can-Am, mais non, je me suis planté comme un dingue ce fois-là, là, puis ça l'a pas aidé ma carrière, disons. Richard, quelle série ou quelle voiture t'as préféré piloter en compétition? Encore une fois, tu sais, les voitures monotypes, les courses monotypes m'attiraient beaucoup. La Porsche 944 Turbo, c'était bien le fun. Parce qu'ils étaient tous pareils, étaient assez puissantes. Et puis, on avait beaucoup de compétition avec Ron Fellows, Scott Goodyear, Scott Maxwell, Namley. On était 7-8, donc on pouvait gagner à peu près chaque course. Ça, c'était bien le fun. La voiture la plus exigeante et la plus téméraire, la plus demandante, ça a été la GT1 qu'on voit sur les photos à Daytona. Ça, c'était une méchante bête à maîtriser, la 0-0. 0-0 en bas. Là. Ça avait comme 800 chevaux là-dedans, puis c'était malade comme voiture. Là. Pas facile à conduire, beaucoup de puissance, mais on avait qualifié sur la pole à Daytona pour le 24 heures. On roulait en avant, on était côte à côte avec Fellows puis l'équipe GM Corvette. Alors, ça fut des bons moments. Malheureusement, on n'a pas fini le 24 heures. On a brisé l'engrenage à la fin. Mais c'était une voiture là, qui est mémorable. Puis quelle voiture t'as le moins aimé piloter en compétition? Celle qui a brisé. Toutes celles qui ont brisé. Toutes celles, ouais, c'est ça. Ceux qui ont brisé, là, avant de finir. Je peux pas dire. Moi, j'aime ça piloter, j'aime ça conduire. Okay. Alors, peu importe le type de voiture, j'aime ça. Par contre, il faut que ça finisse. Oui, il faut pas qu'elle faut se rendre au bout. Mais parlons des circuits. Quel circuit t'as préféré piloter et quel circuit t'as le moins aimé? Moi, les circuits rapides à la Mosport, Canadian Tire, comment ça l'appelle? Motorsport Park. Ouais, OK. Alors, ce type de circuit-là, j'adore ça. Mont-Tremblant, j'adore ça. Les circuits américains, Mid-Ohio, Road America, ça, c'est des circuits naturels, rapides, tout ça. Des circuits, je ne me ferai peut-être pas d'amis, là, mais circuits comme Montréal, c'est ordinaire pour moi. Il n'y a pas beaucoup de flow.
Il n'y a pas beaucoup de virages rapides, il n'y en a pas. En tout cas. Alors, ça, c'est le genre de circuit que j'avoue que c'est super bien placé. On est à Montréal, puis c'est l'ambassadeur, c'est fou, là. Mais comme pilote, c'est pas le genre de circuit que j'admire beaucoup. Un circuit de Trois-Rivières comme circuit urbain, c'est correct, mais donne-moi le choix entre un Mont-Tremblant ou un Trois-Rivières, puis un Mid-Ohio, puis un Road America, puis Mosport, c'est sûr que je vais aller aux autres. C'est des circuits qui vont te chercher, qui ont des forchés, qui ont des virages rapides, c'est des lignes droites. C'est mon style pas mal. Tu as piloté partout dans le monde, mais tu as aussi piloté au Mans. Pour beaucoup de gens, c'est mythique. Pour la nouvelle génération, ils l'ont tout fait sur les jeux vidéo. Mais la vraie vie, quand tu arrives au Mans, la première fois de ta vie, est-ce que tu es complètement intimidé par l'événement, par l'ampleur, par tout? Deux, c'est comment de piloter sur une piste, des fois où la ligne droite est excessivement longue, mais des fois le soir, ou s'il pleut, sélectionner des points de freinage. C'est quoi l'expérience d'aller vraiment arriver là et rouler au Mans? Oui, moi je suis là. OK. Bon, j'ai perdu un peu Carl, mais je peux répondre à sa question, à ses questions. On le perd des fois, Carl, nous autres aussi, ne pas. OK. J'espère que vous ne me perdez pas, hein? Non, ça va. Non, ça va. OK. Quand tu arrives à une épreuve comme le Mans, tu devrais être préparé. On n'était pas. Alors, nous, on est arrivés là, on n'avait jamais conduit la voiture, on n'avait jamais vu la voiture, j'avais jamais vu le circuit, on n'avait pas de vidéo à ce moment-là pour l'apprendre. Et puis, fait qu'on s'est retrouvé à qualifier l'auto. Il faut bien se dire, c'est des sessions, mettons, je me souviens pas, mais mettons des sessions de 45 minutes, là, tu as 3 pilotes. Puis tu as un circuit qui prend à peu près 3 minutes pour faire le tour. Fait que quand tu as fait 4 tours dans ta session, puis tu as 3 sessions avant la course, tu n'as pas beaucoup d'expérience sur la piste. Alors, on s'est quand même assez bien débrouillé, mais c'est pas la façon que je me fais les choses. J'aurais aimé ça être là, avoir des essais avant, même si ça avait été sur une piste autre. Mais on n'avait pas les budgets. On s'était fait prendre par la pluie pour aller tester à Pocono. On n'a pas pu le faire. Et on n'avait pas le budget pour faire la fin de semaine avant le Mans où les gens vont se pratiquer. T'sais. Fait qu'on est arrivé là, un cheveu sur la soupe, là, mal organisé. Malgré tout ça, on s'est bien débrouillé parce qu'on avait 3 pilotes talentueux. On avait une voiture qui était correcte, qui n'était pas une voiture gagnante. Mais on roulait quand même dans les 10 premiers lorsqu'on roulait. Mais l'épreuve a été difficile pour tous les Porsche cette année-là, en 87, parce que les Porsche avaient un fournisseur d'essence qui, malheureusement, n'avait pas la bonne octane et puis toutes les Porsche ont sauté les moteurs. Oh boy! Nous, on était capable de garder l'auto en vie à la 21e heure, ou quelque chose comme ça. Là. Mais ça a été catastrophique pour les Porsche à cause de l'essence qui avait sauté, qui avait fait des dommages au Mans. Tout ça pour dire que c'était incroyable comme événement, c'était spectaculaire, mais au point de vue pilotage, c'était difficile, faute d'expérience. Je sais pas si c'est intimidant pour les pilotes ou quoi que ce soit, mais je sais juste que moi, je suis allé au Mans classique. Puis quand ça roule la nuit à la pluie, avec des chars, même pas de carrosserie sur le dessus, avec un casque en cuir, puis les lunettes, puis la pluie qui arrive là-dedans, puis les gars freinent tard, puis tu vois les freins venir rouges. Comment ton body, parce que le char, là, on parle de l'auto puis de la mécanique de l'auto, mais comment ton body t'offre ça? Parce que sérieusement, ça doit être épouvantable. On dit que. Là, on parle du 24 heures. On parle du 24 heures. Ça fait que, effectivement, c'est le corps enregistre des pressions incroyables, puis des vibrations. Puis tu roules de jour, tu roules de soir. C'est les pilotes, tu as beau essayer de dormir, mais tu es sur l'adrénaline d'un week-end de course. Ah ouais. Là, le monde, il calcule juste 24 heures. Mais tu t'es pas levé 10 minutes avant la course là, pour arriver au circuit. C'est pas évident. Oh, Richard est de retour. Oui, hey, Carl, pendant que tu parles, la ligne droite dans le temps, en 87, était longue. Il n'y avait pas de chicane. Je pense qu'on était la dernière année avant la chicane. Alors, nous, on faisait 232 000 à l'heure au bout de la ligne droite.
C'est Les complètement... premières fois, là, je t'avoue que, tu sais, c'est rare que tu t'en vas, là, puis tu as le pied au plancher en 6e vitesse pendant 1 minute ou à peu près, là. Ça n'arrête pas, là, tu sais. Et puis, la ligne droite à Le Mans, c'est ondulé. Alors, ton auto utilise à peu près 1 voie et demie en ligne droite parce que c'est une route de campagne, finalement, tu sais. Et puis, les premières fois, là, mon genou, là, littéralement, mon genou vibrait. Puis à la fin, mettons, après 1 heure ou 2, là, non, tu t'es habitué, tu sais, puis on dirait que ça t'aurait fallu aller plus vite. Alors, le corps humain est habitué, tu sais. C'est assez surprenant. Mais je t'avoue qu'au début, là, c'est intimidant à tabarouette, là, parce que tu sais que tu t'en vas au-dessus de 200 000 à l'heure, là, puis la visibilité n'est pas idéale. Puis ça, c'est l'autre chose. Dans un tour, pendant la nuit, on avait évidemment la noirceur, on avait du sec et on avait de la pluie et on avait du brouillard. Dans un tour, on avait 3 conditions atmosphériques et ça, on était sur des pneus lisses parce qu'il n'y avait pas assez de pluie autour du circuit. Fait qu'on se retrouvait sur une partie du circuit mouillée sur des pneus lisses et avec du brouillard. Et, en tout cas, c'était malade. Incroyable. Monsieur. Ouais. T'avais une question ou pas? Ben, en fait, ma question, c'est, on sait que les voitures, bon, les Porsche ont un problème de carburant, ça a sauté, mais la mécanique humaine, le body, là, le corps, vous autres qui courez sur des circuits ici, qui prennent 1 minute autour, qui prennent 1 heure et demie faire une course, là-bas, courir pendant 24 heures à relais, ça doit être une expérience. Tu dois perdre 5 livres quand tu sors de là, je veux dire... Oui. C'est dur physiquement, mais je vais vous conter une anecdote avec David Impringham à Daytona. On fait le 24 heures de Daytona avec la voiture 00 que vous avez vue sur photo. Et puis, on se fait une stratégie parce que changer de pilote, ça prenait un peu de temps. Donc, on s'est dit, on va essayer de changer de pilote après 2 stands. T'sais? Alors, tu fais 1h10, je pense qu'il fallait rentrer mettre de l'essence, juste de l'essence. On gardait le volant pour un autre 1h10, puis on changeait, on avait tout planifié ça pour changer de pilote aux 2h15, à peu près 2h20. Fait que David commence la course et puis au bout d'à peu près 55 minutes, 1 heure, il dit Richard, get ready. Il n'en pouvait plus physiquement, là. Il dit I'm done, get ready. Wow. Il avait eu de la misère à finir son premier stand. Jamais on a pu faire notre stratégie. Physiquement, c'était trop difficile de faire 1h10. Il n'était pas question de faire 2 heures, là. Mais tu sais, c'est d'entendre sa voix, là, qu'on avait tout préparé, là. Et puis. Get ready! David, get ready. Tu sentais là, qu'il était plus capable, là, tu sais. Il y avait le drapeau blanc. Mais question d'ordre pratico-pratique pour les gens pas familiers en sport auto. Tu sais, les gens sont habitués, ils s'assoient d'une nouvelle auto, ils avancent sur le banc électrique, mais d'une voiture de course comme ça, on s'entend que t'es pas le plus grand que je connais. Là. Non. Les deux, on est challengés en hauteur, mais David Impringham est pas mal plus grand. Comment tu manages pour que ça soit rapide sur un changement de pilote? Ben, on avait souvent, dans mon cas, en tout cas, des dossiers un dossier qui était moulé à moi, qui rentrait dans le siège. Fait que la première chose que je fais avant de m'asseoir dans le siège, je mets le dossier. Et puis, ça m'approche du volant et des pédales convenablement. Alors, c'est vraiment un dossier là, moulé qu'on a chacun des pilotes. Là, parce qu'effectivement, des fois, tu n'as pas les ajustements. Quelquefois, les ajustements du siège fonctionnent, c'est mécanique. Mais dans mon cas, j'ai toujours besoin d'un dossier pour faire la différence. Même alors, quand tu conduis ton auto de rue, là. J'ai déjà eu des blocs sur mes pédales que j'étais petit. Hey, j'aimerais ça que... Moi, je viens de Sherbrooke. J'ai vécu la perte d'un pilote qui était très prometteur, Bertrand Fabi. Tu l'as bien connu, toi? Oui, et puis ce qui est fort agréable de Stacy, je passe beaucoup de temps avec son frère Christian. OK, que je connais aussi. Ah bon, tu vois? Moi, je connais Carlo particulièrement. Je suis ami avec Carlo, le plus jeune. Nino! OK. Oui, Christian, on fait du kitesurf ensemble. OK. Alors, il vient aussi au Mexique, il vient aux Îles-de-la-Madeleine, où je vis. Oui, ça fut une grande perte, Bertrand, parce qu'on était très près. J'étais un peu responsable de sa montée avec mon mécène partenaire, qui était Raymond David dans le passé, qui avait financé finalement l'ascension de Bertrand. Puis, honnêtement, Bertrand, c'était
prochain Canadien en F1, sans aucun doute, avec son talent pur. Tu sais. On avait tous les contacts, c'était planifié. Il y a encore des livres qui parlent de Bertrand Fabi, qui comparent Bertrand Fabi à Ayrton Senna. Tu sais. Alors, c'était tout un pilote, c'était tout un individu. Comment tu analyserais, malheureusement, son décès? Comment c'est arrivé? Toi, avec toute ton expérience? Oui, ben, tu sais, la plupart des accidents, c'est une évolution. C'est une évolution d'incidents pendant la fin de semaine ou comment je sais pas nécessairement des incidents, mais des variables qui font en sorte que ça t'amène à un gros accident comme Greg Moore, par exemple. Tu sais, c'est pas juste l'accident, ça a commencé au début de la fin de semaine. Bertrand, dans son cas, il faisait des essais contre d'autres manufacturiers, puis il y avait de la tricherie. Les équipes voulaient démontrer que leur voiture était supérieure. Ils trichaient au niveau du poids, mais Burt, un peu innocent, ne savait pas ça. Et lui, il a essayé de les battre pareil, puis il a essayé de passer un virage dans des conditions difficiles et glacées et froides, où il n'y avait pas de garde de sécurité. Il l'a échappé, probablement parce que c'était trop froid pour le prendre à fond, ce virage-là. Et puis, ça n'est pas sorti parce qu'il n'y avait pas de barrière de sécurité. Alors, il s'est enfoncé dans un mur de terre gelé. Alors, tu sais, c'était des conditions atmosphériques qui n'étaient pas propices. C'était de la tricherie des autres équipes et puis un entêtement de Burt de vouloir dominer cette journée-là. Il y avait quel type de véhicule à ce moment-là? C'était en Formule 3. OK. Formule 3. Ouais. C'était quand même rapide. Toi, Richard, qui a quand même... Tu as été beaucoup impliqué en sport automobile comme pilote. Tu as eu ton école Spinard-David pendant longtemps là, en Ontario, mais tu as aussi coaché tout ce qui est filière Players. Si tu avais, mettons, 3 talents exceptionnels à identifier, nous dire, 1, est-ce que tu as vu ce talent-là dès les premiers tours de roue? 2, qui sont les individus? Puis qu'est-ce qui les caractérise puis qui fait que tu dis, moi, c'est mon top 3 puis c'était tout que des pilotes? Moi, j'étais là lorsque Carpentier a fait ses premiers tours de volant à l'âge de 15 ans. C'est moi qui lui tenais la main là, sur le premier. Il n'avait pas ses licences. Et puis, il a fait une petite compétition sur la pluie, puis il a gagné. Il dit, voyons, comment est-ce que tu peux faire ça? Le petit gars, il a 15 ans, il n'a jamais conduit sur la route, pas se poser, en tout cas. Et puis, il gagne une compétition. Alors, ça, c'est un talent naturel incroyable, à Carpentier. Des Marc-Antoine Camiran, des Andrew Ranger. C'est fort, ces gars-là. C'est des talents purs, là, tu sais. Malheureusement, tu n'as pas toujours la personnalité qui va avec pour percer. Mais c'est des talents là, surprenants. Tagliani, moi, c'est un gars que j'ai toujours admiré. Tu sais. Il y en a plusieurs qui ont un peu de difficulté avec Tag au niveau de son caractère ou de sa présence, quoi. Moi, j'ai toujours admiré son travail. Puis d'ailleurs, il travaille encore très fort. C'est un talent incroyable. Je suis convaincu que Tag aurait dû gagner beaucoup plus de championnats par rapport à son talent qu'il en a gagné. Il n'a pas toujours été chanceux. Ensuite, une nouvelle génération, tu sais, des gars qui m'impressionnent de Saint-Cyr. Il y a un Michael Grenier, par exemple, tu sais, qui est quand même... Excuse-moi, là, mais le petit gars, là, ça fait longtemps qu'il bûche, là, tu sais. Ouais. Puis aller chercher un volant où il est payé par un manufacturier en Europe, je lève mon chapeau en citron, là. Les frères Dumoulin, tu sais, les frères Dumoulin, c'est des gars qui viennent à bout de gagner leur vie avec la course automobile au Québec. C'est pas facile, tu sais. Alors, c'est tous des bons talents. Je ne dis pas que c'est des talents qui se seraient rendus nécessairement en F1, mais on parle de talents supérieurs, là, élite au niveau national, là. C'est fort. Tu sais, des Rangers, Camiran, Tag. Tu sais, tu prends Camiran, là, regarde, il vient de monter son équipe Astic, dans un fond de cours. Puis il gagne le championnat dans un championnat où il y a des Tagliani, il y a des gens qui ont de l'expérience en stock car, et puis ils viennent à bout de gagner le championnat. Je lève mon chapeau. Puis c'est pas juste les mécanos puis l'équipe au complet, mais Marc-Antoine, là, c'est un grand talent. Il y a tout un coup de volant. Ça m'étonne que tu n'aies pas mentionné des gens, entre autres, comme Greg Moore. Si on élargit, il y a le bassin québécois, mais si on y va, bassin mondial... Oui, c'est sûr, on peut l'oublier. Greg Moore, effectivement, Greg Moore, c'était fou comme talent. Là, puis lui, il s'est rendu à l'Indy. Puis, bon,
c'est sûr qu'il... C'est probablement un gars qui aurait pu se rendre à la F1. Probablement. Mais ça, c'était un cas rare, ça aussi. Un cas très rare. Jacques Villeneuve, j'avais dit mon nom. Oui. Mais Jacques Villeneuve, le jeune qui est devenu champion du monde, on peut le critiquer pour bien des sujets, là, mais au niveau du talent, là, à un moment donné, ça s'est développé son affaire. Là, parce que moi, à ce moment-là, je faisais du coaching à Indy Light, puis j'ai été le voir à Cleveland. À Cleveland, il y a un virage là, qui est à côté sur un mur, tu sors sur un mur, et puis en qualif, là, il n'y avait personne que Jacques Villeneuve qui le faisait de sa façon, là, qui était C'était évident que le gars était talentueux. T'as beau dire qu'il avait la meilleure voiture, puis c'est ça. Là. La façon qu'il l'a fait devant moi, là, c'était chapeau. Là. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai estimé beaucoup Jacques. Il est passé par son école aussi, me semble. Oui. En plus. Oui. Jacques a passé une saison chez nous. C'est là que tu lui as appris à repeindre les murs, je pense. Tu as fait de la bonne recherche. Oui, tout à fait. Jacques était là en même temps que Carpentier, si je ne me trompe pas. Puis c'est cocasse parce que, évidemment, Jacques attirait beaucoup de médias. Pierre Lecourt est venu faire une entrevue chez nous à Shannonville avec Jacques. Puis Jacques avait déclaré qu'il voulait être champion du monde. Jacques, quand il était arrivé à l'école, il n'était pas bien hot, tu sais. Et c'était pas remarquable, là. C'était pas... Tu savais que c'était Jacques Villeneuve parce qu'il avait le nom, mais c'était pas un gars qui sortait du bassin comme un Carpentier qui était toujours sur la coche, tout ça, tu sais. Mais de temps en temps, il y avait un tour rapide, mais c'était pas si spectaculaire que ça, tu sais. Fait que, moi, j'avais un peu ri de son commentaire, mais finalement, c'est lui qui me fait rire. Noir, rouge. Mais ouais, il est devenu très, très, très bon, Jacques. Mais c'est quoi l'histoire de peinturer les murs, là? Je suis pas sûr d'avoir compris. Nous, on avait un échange. Tu venais faire des courses à notre école. En échange, tu travaillais sur les voitures parce que j'avais besoin d'une douzaine de mécaniciens pour la flotte de voitures de 15 voitures qu'on avait. Et puis, tu faisais un échange de temps à travailler sur la mécanique. Puis, en retour, tu avais des courses gratuites, si tu veux, en échange. OK. Mais ça s'est avéré que Jacques n'aimait pas bien ça, cogner les jointures sur les boulons puis se mettre les mains dans la graisse, un peu comme moi. Alors, il y avait de l'entretien à faire dans l'entrepôt, dans le garage, donc faire un gros logo de l'école. C'est lui qui a peinturé le mur de l'école à l'intérieur, le mur du garage à l'intérieur avec le logo. Et puis, lorsqu'il est devenu champion du monde, le monde arrêtait de venir prendre une photo. C'était comme un art maintenant. C'est devenu... malheureusement, ça a été peinturé maintenant. Là, on parle un peu au Richard Spénard sérieux, mais pour avoir travaillé avec toi, tu es assez rigolo et tu as une multitude d'anecdotes. Mettons que si tu penses à toutes tes années de sport automobile ou d'enseignement, as-tu une couple d'anecdotes, le fun de ce qui se passe en arrière de la scène, puis des choses qui risquent de nous faire vachement rigoler? C'est des choses qui ne sont pas connues, que j'ai jamais dévoilées nécessairement, mais la série Camaro, par exemple, là, on arrivait à Tremblant, puis c'était compétitif en citron. Et puis, à un moment donné, là, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans nos autos. David était mon coéquipier, puis moi, sur la même équipe Canadian Tire. Et puis, on se faisait clencher par les Fellows, puis on se faisait clencher par une coupe. On se trouvait, mettons, au 5e, puis on aurait dû être premier, deuxième ou à peu près. Mais il y avait un 3-4e qu'on cherchait, c'était quoi? Il n'y avait pas beaucoup d'ajustements sur les Camaros qu'on avait le droit. Et puis là, je vous conte quelque chose de secret, là, mais on est parti un soir, moi puis David, avec une flashlight, habillé en noir, quasiment une cagoule sur la tête. Puis on était dans les paddocks à Tremblant pour vérifier les ajustements que les Fellows avaient sur leur table de suspension. Parce que à peu près le seul ajustement qu'on pouvait voir, c'était le bras de la suspension McPherson en avant, que tu mettais plus de caster ou moins de caster, plus d'angle ou moins d'angle. Et puis, on était voir avec les flashlights où est-ce qu'ils étaient leur caster. Puis finalement, on n'a rien appris parce que c'était pas là, pas en toute la différence. On a su par après que c'était dans le différentiel qu'eux autres avaient loussé
le différentiel, qui ait moins de traction, qui sautille moins sur les bosses. Et alors, finalement, ça n'a rien donné, notre petite enquête, mais tout ça pour dire qu'on faisait tout à essayer de gagner les courses d'une façon légale, mais c'était peut-être pas tout à fait... C'est le début de l'espionnage industriel, ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, les Chinois n'ont rien inventé, on va se le dire. Là. Ouais. Mais fait que ça, c'est une anecdote assez comique. Il n'y a pas beaucoup qui le savent. Dans la confrérie entre pilotes pendant toutes tes années, je sais que tu as une relation extraordinaire avec Ron Fellows, mais est-ce qu'il y a plusieurs pilotes avec qui tu t'es lié d'amitié dans ces années-là, malgré la compétition, qui sont encore tes amis aujourd'hui? Ah, ben écoute, David Impringham, Ron Fellows, il y a des gens qui ont fait des... C'est un petit peu plus difficile d'être aussi proche qu'on pourrait l'être, tu sais, parce qu'ils ont fait un cochon là, en course automobile, quelque chose comme ça. Ils ont gagné sous protège. Ça, c'est des affaires que j'avais de la difficulté à digérer. Tu sais. Fait que ça n'amène pas, disons que je les amène pas à souper au party de Noël là, encore. Là. Mais les années font en sorte qu'on oublie un peu ces choses-là. Tu sais. Mais ça reste tout le temps dans ta mémoire. Mais des relations à la Fellows, puis David, c'est encore fort. Tu sais, on a passé des bons moments ensemble, de compétition, on a travaillé ensemble. Je peux dire la même chose avec les Dumoulin. Je connais son père depuis des années, avant qu'il soit mature, ces gens-là. J'étais avec GF, j'étais son coéquipier. C'est des amis proches. Malheureusement qu'on ne se voit pas aussi souvent, mais c'est le genre de personnes qu'on n'a aucun problème de communiquer puis les appeler le matin, puis on va être content de se parler. Alors, on est-tu rendu au segment entre 4 roues, par hasard? Ah, je pense que oui. Regarde bien ça, Richard. On a une petite template qu'on va te présenter tout de suite. Entre 4 roues. Bon, ça, c'est un segment de questions qui est déjà formaté. Puis, s'il y a des questions auxquelles tu ne veux pas répondre, tu fais juste dire « passe ». S'il y en a qui te viennent en tête et que tu veux répondre, tu y vas. Combien tu as eu de voitures dans ta vie, Richard Spénard? Moi, je change de voiture assez, mettons, aux 3-4 ans, parce que je n'aime pas ça des affaires vieilles. Je suis le genre que si j'ai une crevaison, je change d'auto. Fait que fais le calcul, je conduis depuis l'âge de 16 ans, j'ai 69 ans. Alors, aux 4 ans, une quinzaine de voitures. Ta première voiture, c'était quoi? MGB blanche avec un roller chromé avec un overdrive 3200. Mais il y a comme quelque chose de cool, je trouve, d'avoir comme première voiture une MGB. Ah oui. Je sais pas. Ben oui. Surtout à cette époque-là. Surtout à cette époque-là, c'était quelque chose, là, tu sais. Non, j'ai été gâté. Mes parents n'étaient pas hyper riches, mais ils avaient les moyens de m'acheter ça parce qu'ils avaient tellement peur que j'aille une moto. Ils ont décidé de m'acheter de la MGB. On était à côté du dealer, quoique. Les enfants à maison, c'est ça le truc. Demandez une moto, puis peut-être que vos parents vont donner une voiture sport. La meilleure voiture que toi, tu as eue, pas de compétition, là, mais de tous les jours, là? Celle fournie par Audi Niquette, qui me coûtait bien, qui était une Audi de luxe. Les voitures fournies, là, c'est les meilleures. Non, ils vont toujours mieux, on dirait, hein? Oh, oui. C'est pas... Ta plus drôle expérience sur la route? Écoute, j'ai eu une 911 à un moment donné, puis je travaillais en Californie. J'aimais ça aller faire du ski. Alors, je partais avec mes skis sur le top, et puis je faisais une route dans le désert, puis jusqu'à temps que j'arrive à une sortie de l'autoroute, et puis là, il y avait comme 2 pieds de neige, il a fallu que je mette les chaînes sur la 911. Je trouvais ça rigolo pas mal. Là, quand même. C'est très bon! Aujourd'hui, ça serait viral, c'est sûr. Oui. Oui, c'est ça. Le meilleur road trip que tu as eu? Ça, c'est des road trips chanceux parce que souvent, j'étais invité par des road trips payés par des manufacturiers. Alors, un road trip de Porsche, mettons, Montréal-Vancouver, tu sais, l'hiver. Edmonton, Anchorage avec Volkswagen. Ça, c'est des road trips incroyables parce que tu es bien entouré, tu es bien nourri et puis tu es payé pour le faire. Ah, bravo. J'aime tout ce que tu dis. Le plus beau véhicule, selon toi, le plus beau char, selon toi, puis le plus laid. Peu importe les années.
On parle-tu d'exotique ou... On parle des chars. Ouais, regarde. Si on regarde les... Ouais. Je suis pas bien un gars de char, là, mais une voiture que je trouve qui vieillit pas, qui vieillit bien, que j'ai toujours aimé le style, c'est une Ferrari Dino. Ouais. La petite Ferrari Dino. Ça, je trouve ça le fun. Je trouve que les autres Ferrari ou les autres Porsche, ça vieillit très, très vite. Et tu vois une Dino aujourd'hui, puis c'est encore beau. Des lignes à la Bentley, ça, j'aime bien ça. Dernièrement, j'ai vu des Cadillac absolument hallucinantes, là. Voitures électriques qui s'en viennent, je ne sais pas trop, là, mais ils ont des lignes qui vont me chercher. Mais, encore là, c'est des autos, c'est des chars. Le plus laid? Le char le plus laid que tu as vu? Eh boy! Je sais pas, moi, les premiers Hyundai qui arrivaient sur le marché, puis ça me mène à amener que les plus belles aujourd'hui, les Sud-Coréens, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, là, mais ils ont engagé des méchants dessinateurs parce que les Sud-Coréens, autant qu'ils étaient laids au début, lorsqu'ils ont été importés au Canada, puis les voitures aujourd'hui, là, je lève mon chapeau, ils font des jobs hallucinants, que ce soit Hyundai ou Kia, je ne sais pas si c'est la même compagnie, où je pense que ça se ressemble pas mal, là. Mais ils ont des lignes assez incroyables. On est loin de la Poney puis de la Stellar. Oh oui. Oui. Ils ramènent pas une Pony, d'ailleurs. Ils n'ont pas fait un genre de prototype hommage à Pony. Écoute, flush le nom parce que je suis pas sûr que ça marche. Ah, Ouais, ok, parfait. exact. Mais d'ailleurs, la Mustang de l'époque, quand ça a sorti, c'était le Pony Car. Pony Car, ben oui. Ouais, ouais. Je sais pas si c'était un hommage à ça. Je parle d'une voiture LED, là. C'est quand ils ont rétréci la Mustang, puis ils en fait, je sais pas, un modèle 3/4 dans les années 80, c'était épouvantable. C'est pendant la crise du pétrole en 78, la Mustang King Cobra 2. Ouais, on pouvait enlever King et Cobra dans le look, en tout cas. C'est la Mustang 2. Ouais, c'est ça. Et selon toi, qui t'a vu qui pilotait le mieux et dans ta vie, je dirais, normale de tous les jours, qui t'a vu qui chauffait le plus mal? Ben, la plus mal, c'est ma sœur. Une de mes deux sœurs, ça n'a pas de sens. Mon chien, il en est malade, il est en bac avec, il est jamais malade avec ça. Il fait du vélo de montagne dans le pack-sac puis il dit pas un mot. Mais dans le char avec sa sœur, c'est terrible. Mais je me fais pas conduire souvent. J'aime pas me faire conduire, je suis pas un bon copilote. OK. Es-tu comme Carl? As-tu le mal au cœur puis mal des transports quand t'es copilote? Oui, c'est ça. Ouais, d'ailleurs. Pas une autoroute nécessairement, là, mais quand je fais du coaching, là, je me limite à 2-3 tours de piste parce que je n'aime pas ça du tout. Ben, j'ai d'ailleurs été respectueux avec Richard comme passager, là, mais on coachait à Mosport, puis avec un R8 V10, il n'y a pas personne qui connaît mieux la ligne de course de Mosport au Canada que Richard. Fait qu'il a fait quelques tours passagers, mais on allait vraiment à vitesse très raisonnable. Là. Je respectais mon coach. Ouais, mais tu sais, je ferais pas 12 tours en ligne. Là, c'est pas mon gaga. Ton pire move en voiture que tu as fait, évidemment, que ce soit circuit ou pas, là, que ce soit dans la vie de tous les jours, il y en a-tu? J'imagine que non. Le gars, il a une école et tout. Écoute, jeune, on était un peu kamikaze sur la route. Là. On n'avait pas beaucoup de policiers sur la route dans le temps. Puis, tu sais, je me souviens d'abuser des limites de vitesse. Et puis, avec ma MGB, j'avais une girlfriend à côté de moi. Puis, je faisais des caves assez disponibles sans connaître la route. Là. Je me suis retrouvé à aller trop vite dans un virage décroissant. Là, j'ai sorti de route et puis j'ai frôlé un poteau, un arbre assez proche que s'il a fallu que je parte, là. Je suis sorti de là, les deux genoux claqués ensemble. Là, c'est comme arrêter mes folies au volant. Là. J'ai vraiment eu peur. Fait que c'est des choses que je répète, que j'ai pas répétées. Puis je dois avouer que la course automobile me fait en sorte que je conduis en pépère sur la route. C'est pour ça que j'ai pas besoin d'une voiture de sport. Puis je comprends pas trop pourquoi les gens qui ont des Porsche 911 ARS GT3 à 600 000 $ sur une route avec une aileron plus grande que mon kite que j'utilise sur l'eau. J'ai un peu de misère avec ça aussi. Eh bien, Richard, je ne sais pas si les gars, vous avez quelque chose à ajouter, mais... Ben moi, j'ai une question lifestyle parce que, tu sais, Richard, ça a toujours été le beau bonhomme, le gars bronzé, la chevelure de feu que tu arbores encore fièrement. Mais la question, là, dans tes belles années de sport auto, ça pognait-tu un pilote? C'était pas trop pire. C'était pas trop pire. Malgré ma grandeur et tout, là, disons qu'on a eu des bons moments. Mais j'ai quand même eu des longues relations avec mes girlfriends. Il faut quand même que je sois discret là-dessus. Mais il y avait certains avantages avoir un habit de course, surtout à Trois-Rivières.
Ah! Ah! OK. Ah oui, à Trois-Rivières, c'était fou, là. Mais tu sais, à Trois-Rivières, c'est différent. Les gens sont capables de venir dans les paddocks. Alors que dans d'autres circuits, les spectateurs n'ont pas nécessairement accès aux paddocks, tu sais. Fait qu'on pouvait être plus chaleureux et faire des connaissances plus sérieuses, disons. Mais non, c'était le fun. Là. Mais tu sais, j'ai jamais été un gars de party. Moi, mes courses, c'était à partir du début, à partir de Jim Russell en 73, là, je me couchais de bonne heure. Puis ma discipline, c'était important. OK. Ben, merci pour ton temps, Richard. Disons que je prenais les numéros de téléphone à la place. Merci pour ton temps, puis continue de bien profiter du Mexique puis des îles de la Madeleine. Hey, ça me fait plaisir de vous voir. Merci. Salut! Merci, Richard. Salut. On est prêt pour... Bye. On est prêt pour achat, vente et plus. Le plus étant délire. Achat, vente et délire. C'est des expériences que Pat qui achète, vend des véhicules à vitesse grand V depuis que l'âge de 16 ans. Non, Avant ça. Avant ça. C'est pour ça que j'ai comme douté. Je te parlerai même pas de ça, mais au pire, je vais le faire une autre fois. Mais tu sais, ça part de l'époque où je voulais avoir un 3 roues, puis on n'en avait pas. Puis mon père, ça ne tentait pas de dépenser pour acheter un 3 roues. Puis qu'éventuellement, pour réussir à en avoir un, il a écrit un gars sur le net, parce que Internet commençait dans le temps, style 1996, mais on avait déjà un ordi chez nous, tu sais. Okay. Fait que, il y avait des sites de revente, on a déjà parlé. Puis là, mon père écrivait, il a trouvé un gars qui avait le 3 roues que je voulais. Puis finalement, il a demandé, je veux le 3 roues, mais j'ai pas d'argent pour l'acheter. Comment qu'on ferait? Il dit, t'as besoin de quoi? C'est comment ça, j'ai besoin de quoi? Ben, t'as sûrement besoin de quoi dans la vie? Ben, le gars dit, là, besoin de quoi? Je pense m'acheter une souffleuse avec l'agent du 3 roues. Ben, mon père, il dit, moi, je n'ai pas. Mais inquiète-toi pas, je vais en avoir une, ça sera pas long. Fait que là, il a pogné toutes les annonces de souffleuses qui existent. Puis il a appelé les gens, puis il a demandé qu'ils ont besoin de quoi. Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui dise, je vais vendre ma souffleuse pour m'acheter des haut-parleurs. Fait que mon père a tradé un set de caisses de son, tu sais, les vieilles techniques, là. Oui. Contre une souffleuse qui est échangée éventuellement contre mon 3 roues qui était ma première machine. Voilà. OK, lui, il t'a appris le trade. Exactement. Wow. Mais ça, c'est pas l'histoire que je vais te raconter pantoute. C'est ça le pire dans le setup. C'est parce que je veux m'inspirer dorénavant des invités qu'on reçoit. Puis là, Richard m'a fait me ramener une histoire que j'avais en tête, vu qu'il disait qu'il restait en Californie pas mal, puis qu'il avait travaillé là-bas, puis tout. Ça m'a fait penser qu'un moment donné, je m'en vais avec des chums à Vegas. On se loue une auto, puis on fait Vegas, Los Angeles, San Francisco, puis on monte le classique. Là, et la route, le fun à faire. Là. Exactement. Puis là, en roulant, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait... d'abord, la route, c'est la Highway 1, je pense, dans cette place-là, qui était détournée parce qu'il y avait des travaux ou un éboulement, je ne sais plus trop quoi. Fait que j'étais détourné par là. Puis j'ai reprogrammé le GPS, puis j'ai dit, tant qu'à passer par là, je vais aller voir le comté de Monterey parce qu'il y a le concours d'élégance de Pebble Beach à chaque année là-bas, qui est un événement auquel j'ai jamais assisté, mais j'aimerais vraiment faire. Puis je vais aller faire comme 17 Mile Drive, c'est ça? Je pense que c'est une route scénique incroyable. Fait que là, quand je programme le GPS pour aller là-bas, un moment donné, je m'en vais dans des vignobles, dans des places perdues dans les montagnes. Vous checkerez, c'est quand même, après que je le dise, c'est où, là? Fait que là, t'es pas dans le Napa, là. C'est non, dans ce coin-là. Je me rappelle plus du nom, pas en tout non plus. C'est bien plus en bas que ça. Puis je passe sur une route de campagne, puis je vois Laguna Seca, Mazda Raceway. J'ai pas programmé ça pendant tout, mais tu sais, moi, j'ai... Mais la vie, hein? On sait où on s'en va. La génération PlayStation. Là, j'étais avec 3 autres amis dans le char. Désolé, j'étais obligé d'arrêter. T'sais. J'avais loué un Suburban pour aller à San Francisco. Mauvaise décision. Dit tout de suite, c'est incroyable. En tout cas, ceci étant, là, je rentre là, puis la traque est quasiment là fermée. Il n'y a à peu près pas de sécurité. Je réussis à m'infiltrer. Je m'en vais carrément. Ça traque où il y a les estrades. C'est pas une farce. Là, l'agent de sécurité s'en vient. Moi, je vois des chars qui roulent, mais quelques-uns viennent me voir. Qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Mais je dis, excuse-moi, moi, je viens du Canada. J'ai vu Laguna Seca Mazda Raceway. Puis au PlayStation, c'était ma track préférée. Puis je rêve de voir le corkscrew, le virage le plus célèbre de la piste, avec le dénivelé de, je sais pas, 30 mètres. Incroyable. Finalement, c'était réservé pour les essais de Motor Trend, qui essayait à ce moment-là, je pense que c'est en 2017, donc la nouvelle Boxster 718, la nouvelle Porsche 718, puis il y avait une Corvette style Z06, je ne sais plus trop quoi, qui venait d'arriver sur le marché, si c'est possible. Bref, je me souviens plus des chars qu'il y avait, mais ceci étant, ça a fini que je me suis reculé avec le Suburban, la tailgate ouverte, avec une petite bouteille d'eau à regarder les chars...
carrément privé, mon homme. Ah ouais. Genre, incroyable. T'as eu comme un passe-droit parce que t'es... J'ai dit au gars, là, je viens juste ici une fois dans ma vie, je prendrai pas de photos, je prendrai pas de vidéos, je ferai pas de mal. Mais j'étais avec mon ami Pascal Chassé qui pourrait en témoigner. Et c'était Il doit être là en plus, il doit nous regarder. Pascal C'était Chassé. exceptionnel, sans farce. Wow. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a fait penser à ça, la Californie. Puis, tu sais, la piste de Laguna Seca, c'est un peu dans le milieu de nulle part, là. Sincèrement. Fait que c'est pour ça que je disais que. Comme toutes les pistes qui demeurent ouvertes. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Ouais, t'as pas tort. Où c'est qu'on était allé? C'était... non, je dis ça, sa mère, mais je sais pas si c'est là. Carl avait donné... à l'époque, je faisais de la radio avec Marie-Christine Proulx et José Godet. José Godet qui va être notre invité dans 2 émissions, d'ailleurs. Et on fait un tournage pour une genre de publicité pour notre émission de radio. Mais Marie-Christine, on va te payer une vraie ride d'auto. Là. Puis là, Carl était venu, il l'avait amené sur le circuit. J'ai jamais vu une fille crier comme ça dans un auto. Elle l'a adoré. Sarcastiquement. Oui, évidemment. Évidemment. On en parle encore. Mais là, revenons au début du podcast. Je t'ai dit que ma blonde t'avait posé une question pour ton segment, à savoir si dans toutes tes transactions que tu as faites, dans tous les chars que tu as achetés dans ta vie, que ce soit pour ta business ou pour toi-même, as-tu déjà trouvé quelque chose de particulier dans l'auto que quelqu'un aurait pu oublier? Richard, c'est pas tant dans l'auto que sur l'auto. OK. Parce que, tu sais, avant d'acheter un auto, bien évidemment, mais on a comme une petite procédure, on l'inspecte, on s'assure de la qualité de la carrosserie, qu'elle n'a pas l'air d'avoir été repeinte, etc. Tout ça. Puis j'ai acheté une Porsche Boxster, je me souviens plus de l'année. Là. Mais, tu sais, il n'y a pas grand-chose à inspecter sur une Boxster. Tu ouvres le toit, il est-tu en bonne condition? C'est gros comme rien, à peu près. Ouais. Un moment donné, j'ouvre la porte passager, tu sais. Puis, je me rends compte que sur où est-ce qu'on met le seuil de porte, il est comme clippé, puis c'est tout le temps marqué Porsche. Oui. Mais à côté, évidemment, il y a une partie métallisée qui fait partie de la carrosserie. Puis il y a plein de pocs, littéralement, de petites bosses, là, tu sais. Fait que je me dis, écoute, on aurait dit que quelqu'un avait pris un marteau avec un punch, puis que... Ouais. Là, je demande à la dame, parce que c'est une dame qui m'a vendu cette Boxster-là. Ouais. OK. J'ai dit, c'est quoi ça? Elle dit, ben là, je suis pas sûr que je vais t'en parler, là. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est parce qu'il faut que je le sache, parce que si tu as un impact, il n'y a pas d'impact, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, non, elle dit, c'est juste que j'ai eu un ancien conjoint qui aimait ça avec des talons hauts, puis elle s'accotait là, avec ses talons hauts. Puis je vous laisse imaginer la suite, mais... il a mis beaucoup d'efforts, parce que pour que ça poque comme ça, il faut que tu je sais pas si les bouts de talons étaient métallisés aussi. Tu sais, manifestement, je peux comprendre. J'ai checké immédiatement s'il y avait des traces de doigts sur le dessus du pare-brise, parce que moi, naturellement, je me serais accroché là, tu sais. Mais c'est ça. Fait qu'on l'a fait repeindre, ça paraissait pas. Mais ça, c'est pas mal une bonne histoire de sur la voiture. Ouais. OK. Ben, en tout cas, si vous avez d'autres questions pour Pat ou pour Carl ou pour moi ou pour nous autres... La semaine prochaine, tu me diras si c'était satisfaisant comme réponse pour ta conjointe. Sinon, Absolument. je trouverai d'autres choses dans ma mémoire. Jusqu'à maintenant, ça va très bien, je pense. On verra. Puis peut-être, Carl, aussi, toi, ça t'est déjà arrivé de trouver quelque chose dans ça? Oui, on a eu moi, j'ai possédé un garage de mécanique. Ah ouais. Fait que souvent, dans le temps des pneus, tu cherches la fameuse note qui barre là, pour être capable de dévisser les roues. Puis un de mes mécaniciens arrive avec un sourire en coin, puis là, c'est toujours, tu touches pas au véhicule de client, tu fais, tu sais. On avait appelé le client, il dit, fouille, il est en quelque part. Là. Ouais. Il fouille, mais il est tombé sur une série de Polaroid de la femme du client qu'on voyait régulièrement au garage je dirais petite tenue, mais ça serait de dire qu'il y a une tenue. Petite tout nue, quoi. Donc, Martin est arrivé avec le gros sourire en disant, écoute, pas trouvé à l'autre note, mais j'ai ça. On va faire un rabais, madame. On l'a d'ailleurs mentionné au client puis il est parti à rire puis il trouvait ça bien comique. Très cool. Alors, on vous a posé la question au début du podcast. Qui vous aimeriez qu'on aille comme invité? Puis, tu sais, sky's the limit. Là. Allez-y avec vos suggestions. On a eu déjà comme commentaire, j'ai hâte de voir Ben Gagnon, José Godet. Ben ça, c'est nos 2 prochains podcasts. Donc, le prochain, ça va être Ben Gagnon. Puis l'autre d'après, ça va être José Godet. 2 gars qui trippent quand même assez solidement ces chars, là, de façon différente. Beaucoup de demandes pour Patrick Carpentier aussi. Donc, Pat, tiens-toi pas trop loin de ton téléphone. Là, ça se peut que je te dérange dans les prochaines semaines. Parfait. Puis continuez à nous écrire puis à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Allez liker notre page Facebook, Instagram, puis aussi nous suivre sur notre page YouTube. Puis nous autres, on se retrouve à la prochaine. Hein? Absolument, les boys. Bon, merci, boys. À Déjà bientôt. Ciao. Trace de break vous a été présenté par les stations Arnois. Faites le plein d'aventures et de Ocase, premier sur les opportunités.